Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je viens vous parler du tome 2 de Cold Case Academy, donc la marque du tueur de Jennifer Lee Barnes, édité chez Pocket Jeunesse. Dans celui-ci on va suivre donc Casey qui a rejoint dans le tome 1 un programme secret du FBI qui aura pour but de faire intégrer le FBI des talents innés comme elle, des ados avec des talents innés, et au sein de cette académie ils vont être formés pour résoudre des cold cases. Donc dans ce groupe on a Casey et Dean qui sont des profilers nés, Michael qui peut déceler les émotions en regardant les gens, Lia qui ment et qui sait mentir et qui sait très bien mentir. Michael sait pas pour les émotions, il sait très bien cacher les siens. Et vous avez Sloane qui elle peut qui est vraiment une personne très douée en tout ce qui est en termes de chiffres, etc. Statistiques, pourcentage, plein de trucs dans ce domaine-là. Et donc dans le premier tome, ils avaient bien malgré eux résolu une enquête sur le terrain, alors que c'est interdit, mais ils se sont quand même sortis. Dans celui-ci, un meurtre a eu lieu au sein d'un campus universitaire, et quand ils regardent Casey et ses amis, les autres membres du groupe, des jeunes, ont eu accès à une vidéo qu'un témoin, un jeune a filmé, et en fait ça va réveiller certains trucs en Dean, parce que ce meurtre ressemble trait pour trait au meurtre de Daniel Redding. Daniel Redding, c'était un tueur en série qui était également le père de Dean. Sauf que le père de Dean est enfermé en prison depuis 5 ans. Donc il s'agit en fait probablement d'un imitateur ou possiblement autre chose. Et les jeunes Casey et les autres vont bien malgré résoudre cette affaire est malheureusement plongée dans le passé de Dean. Après avoir lu le premier tome, donc The Naturals, j'étais très contente de retourner au sein de cette académie, de continuer à suivre les aventures de Casey et des autres jeunes de l'académie. Et là, contrairement au premier, le tome 2, il est plus épais. On a moins 300 pages ici et plus de 400 là, donc vous voyez, je sais pas si c'est quasi le double, mais presque. Mais ce tome 2 est tout aussi intense que le premier. On est 1 mois et demi, 2 mois après les événements du tome 1 que je vous ai montré avant. Le groupe s'est davantage rapproché. Ils ont résolu également au début du tome une affaire d'une petite qui a été kidnappée. Donc le groupe s'est pas mal rapproché, il est un peu plus soudé. Mais au fil de l'enquête, leurs liens vont être pas mal mis à rude épreuve. Par exemple, Casey va se rendre compte que le lien qu'elle avait avec Sloane, c'était pas du tout ce qu'elle pensait, quand elle était loin de cela. Et en fait, c'est un groupe qui va être c'est pas mal rapproché, mais qui, à cause de cette affaire et à cause de l'implication de Dean, entre guillemets, dans le sens où on parle d'un gars, d'un tueur qui imite les meurtres du père de Dean. Donc Dean est plus qu'impliqué parce que ça lui fait rebondir des souvenirs, ça implique lui en tant que personne vis-à-vis de fils de tueur, etc. Donc ça va évidemment mettre leur groupe à mal, leur relation à mal, mais ça va davantage les resserrer à la fin, mais évidemment à quel prix. J'ai aimé en savoir un peu plus sur le passé de Dean, parce que c'est le cas des autres également, des autres jeunes de l'académie à part Casey, c'est qu'on ne sait pas vraiment beaucoup de choses de leur passé. On sait que par exemple le père de Michael a pas mal fraudé, le fisc et autres, donc voilà. Lia, on sait qu'on apprend au fur et à mesure qu'elle était une délinquante et que sur l'académie, on doute bien qu'elle serait pas là. Sloane, on n'a pas grand chose sur elle. Mais là, Dean, on savait que c'était le fils d'un tueur en série et que l'académie a été créée, on va dire, pour accueillir Dean dans un premier temps. Et on apprend à peu près les liens qu'ils ont entre eux par rapport aux différents membres du groupe avec Dean. Donc évidemment, il était le premier jeune dans l'académie et que son père en effet était un tueur en série. Et qui est en prison en effet de l'histoire. Donc on en apprend un peu plus en effet sur le meurtre de Daniel Redding, donc le père de Dean, et de l'application de ce dernier, donc l'application de Dean dans le meurtre de son père. Dean a eu une sorte d'implication que je vous laisse qu'on apprend dans ce livre vis-à-vis des meurtres de son père. Évidemment ça va beaucoup l'impacter sur qui il est
le fait qu'il se crée une barrière autour de lui pour pas... point de vue, hein, créer une barrière autour de lui pour pas que les gens aient à souffrir comme lui a souffert. C'est pas quelqu'un qui va beaucoup dévoiler ce qu'il ressent parce qu'en effet, il a conscience que certaines choses peuvent retomber sur ses proches. Évidemment, on voit en effet que le passé de Dean n'était pas tout beau tout rose. Hein, quand vous avez un Pierre tueur en Syrie qui se fait arrêter quand vous avez 12 ans. Ouais, c'est pas... J'ai adoré, c'est bien malgré moi sur le coup. Je sais pas pourquoi ça m'est arrivé dans ce tome-ci. J'ai moins eu cette sensation dans le tome 1 de mémoire. Mais dans celui-ci, je me suis beaucoup... Je sais pas, j'étais à fond sur le fait de découvrir qui était le ou les sujins. Donc les sujets indéterminés, donc en gros les tueurs. Le ou les tueurs, parce qu'on sait pas si on a plusieurs, si on a un seul. J'ai bien aimé essayer de comprendre qui c'était et pourquoi. Au-delà du fait de vouloir imiter les meurtres du père de Dean. Alors, dans le premier tome, on avait des chapitres qui s'appelaient Toi, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas marqué chapitre Toi, il y a marqué juste Toi en haut de la page, et en fait, c'est une page à peu près. Vraiment, c'est des passages qui sont très très courts parce qu'en fait, pour vous la faire, voire même plus d'une page, c'est le cas de celle-ci, où en gros, vous avez une page où tout est écrit en italique, comme ceci. Ça a été déjà le cas dans le premier tome, je vous en avais parlé. Je pensais pas que Jennifer allait continuer à utiliser ce truc-là, ce truc des pages Toi. Mais j'espère qu'elle va continuer pour les autres, que ça sera également, enfin qu'elle va continuer. La saga est terminée, elle a été entièrement publiée aux US. Voilà, le premier tome a été publié en 2015 aux États-Unis. J'espère que ce sera également le cas dans les autres tomes parce que ces chapitres-là, pour ceux qui ne savent pas, c'est des chapitres où en fait on est dans la tête du tueur. C'est-à-dire qu'en gros, on a la pensée du tueur sur un événement, à la suite d'un meurtre, juste avant, ce que le tueur ressent, ce qu'il pense, ce que ça le fait ressentir, etc. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. C'est généralement plus des chapitres qui sont à la première personne, donc on est vraiment davantage dans la tête du tueur. Et en parlant des tueurs, dans celui-ci, ça révèle un truc que je crois qui est pas mal courant. Je l'ai beaucoup vu dans la série Esprit criminel. Je vous ai parlé d'Esprit criminel dans le tome 1 parce que sur le côté profiling, ça fait beaucoup penser à cette série-là. Et que le profiling, ça englobe beaucoup de choses. Donc vous avez du profiling comme le font Dean et Casey. Mais ça englobe aussi sur les émotions. Comment vos émotions peuvent vous trahir. Comment votre langage peut vous trahir sur le fait si vous dites la vérité ou non. Et le fait d'introduire des statistiques et autres. En effet, le profiling, c'est une discipline. Moi, je le vois comme ça, une discipline qui est très large. Il y a ce côté que ça révèle un truc dans ce tome-là. Et on le voit très bien avec Daniel Redding, donc le tueur en série dont s'est inspiré le tueur en question dans ce tome-là, sur le fait que Redding est plus ou moins au courant de ce qui se passe à l'extérieur de la prison. Parce que, on le sait, vis-à-vis de... Redding va se retrouver à parler à Cassie, et Redding va parler du cas de la mère de Cassie. Donc on se doute bien que les tueurs ont également le cas accès à des infos de l'extérieur. Avec ou sans aide, généralement avec pas mal d'aide en fonction de qui tu côtoies en fait au quotidien, enfin de qui il côtoie au quotidien. Donc c'était plutôt intéressant aussi de vraiment avoir l'envers du décor point de vue prison, d'avoir aussi l'envers du décor vis-à-vis de tout ce qui est les imitateurs, les successeurs, les apprentis des tueurs en série. C'était vraiment bien amené tout ça là-dedans. Même si c'est justement malheureusement pour découvrir le passé d'un autre personnage. Comme dans le premier tome, Casey et les autres, et surtout Casey, vont se mettre en danger pour résoudre l'affaire. Et c'est ce qui fait qu'à la fin du roman, je vous laisserai découvrir où je vous emmène, les règles vont être durcies. Parce qu'à la base, les jeunes n'étaient pas censés aller sur le terrain. Et malheureusement, ça va être le cas nouveau ici. D'où le fait que les règles vont être plus ou moins, vont plus ou moins être dures. Parce que, au-delà de ce que leur a inculqué l'agent Brix, qu'on a découvert dans le tome 1, qui est le gars l'agent du FBI qui a créé cette académie, et de Sterling. Alors Sterling elle a remplacé Locke à la fin après ces événements du tome 1. Locke, je pourrais en parler un peu plus, mais en tout cas je vais vous donner un petit peu après, je ne l'avais pas mentionné. Mais en effet, les règles vont pas mal être durcies par rapport à ce qui venait justement de se passer. Sterling, donc elle remplace Locke. Pareil, on a beaucoup d'animosité, je vous trouverai de l'animosité comme les personnages vis-à-vis d'elle, parce que c'était aussi une ancienne agent du FBI.
qui était mariée à Brinks. Finalement, ils ont divorcé pour des raisons XY, dont on découvre qu'elle est là-dedans. Elle faisait partie du ministère de la Défense. Et là, elle se retrouve à réintégrer le FBI vis-à-vis de l'académie sur ordre de son père, qui est le directeur du FBI, qui est au courant également de l'académie et autres. Mais en tout cas, ouais, c'est des personnages pour qui on a... Oui, vraiment, ils marchent sur des œufs. C'est-à-dire que vraiment, ils veulent aider au mieux pour l'enquête, ce qui est normal. Mais les jeunes se retrouvent pieds maillés dans le sens, ils peuvent pas aller sur le terrain. Donc ils doivent on leur dit, bah, faut que vous fassiez ça, 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 mais depuis là où ils logent. Donc c'est vrai que c'est... Mais Sterling, c'est un personnage qui a évolué aussi dedans. Tout comme les jeunes, tout comme Casey. Et quand on se rend compte que Sterling elle a un lien avec Dean, très particulier avec Dean, qu'on comprend pourquoi. Je sais pas si on va en apprendre plus sur le duo Sterling-Dean pour vraiment avoir leur ressenti sur leur lien par rapport aux événements mentionnés dans Autopsie. Si vous aimez, ou si vous connaissez quelqu'un qui aime tout ce qui est profilage, young adult, thriller et autres, vous savez en tout cas quel livre choisir. Ma chronique sur le tome 2 de Cold Case Academy, donc La Marque du Tueur de Jennifer Lee Barnes, aux éditions Pocket Jeunesse, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like, voire même à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Parce que des fois on se rend pas compte qu'il y a tout un travail derrière. Et que ça fait toujours plaisir d'être soutenu dans ce qu'on fait et de savoir que ce qu'on me présente vous plaît aussi. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.